pour bâtir un empire qui s'étend sur 3 continents. La logique brutale voudrait qu'on déploie l'armée la plus terrifiante du monde. C'est un peu le manuel classique de la conquête. Ouais, imposer sa force partout. Voilà, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. On parle de déserts sans fin, de montagnes infranchissables et d'une mosaïque de peuples qui partagent ni la même langue ni les mêmes dieux. Le cauchemar logistique par excellence, en fait. Mais c'est clair. Et face à ce vertige, l'obsession du contrôle absolu par la force, ça semble inévitable. Et c'est tout l'enjeu de notre exploration aujourd'hui. Au VIe siècle avant notre ère, sans Internet ni électricité, les Perses ont compris un truc majeur. Quelque chose que beaucoup de puissances modernes ont encore du mal à assimiler d'ailleurs. Absolument. Ils ont compris que la terreur, c'est un modèle économique désastreux, c'est hors de prix. C'est exactement ça. Maintenir des populations sous une menace perpétuelle, ça exige une dépense d'énergie qui est juste insoutenable sur le long terme. Alors justement, comment ils ont fait? C'est ce qu'on va voir en plongeant dans ce dossier passionnant sur l'Empire achéménide. Le but de notre analyse aujourd'hui, c'est pas de faire un cours d'histoire militaire classique, hein. Non, pas du tout. C'est plutôt d'étudier comment les Perses ont conçu un véritable système d'exploitation, un système administratif, technologique, social, pour résoudre ce paradoxe de l'échelle continentale. Mais avant ça, il faut parler de l'ancien modèle. Ah oui, le standard opérationnel de l'époque, si on peut dire. Voilà. Comment ça marchait avant eux? Avant l'ascension des Achéménides, les règles dans la région étaient dictées par l'Assyrie ou Babylone. Et ça reposait intégralement sur la punition. L'ingénierie politique par la terreur, quoi. Exactement. Ça se limitait à la déportation massive, au déracinement méthodique et à la destruction systématique des temples. L'objectif, c'était vraiment de broyer l'identité locale. Pour tuer la sédition dans l'œuf. Ah, c'est ça. Mais le problème de ce modèle, c'est qu'il est intrinsèquement instable. Bah oui, parce qu'en détruisant les infrastructures matérielles et symboliques, tu passes ton temps à éteindre des rébellions au lieu d'encaisser l'impôt, quoi. D'accord, décortiquons tout ça. Par quoi ils ont commencé pour changer ce paradigme? La première brique de cette nouvelle architecture système, c'est une inversion spectaculaire. Avec Cyrus le Grand, la déportation est remplacée par leur rapatriement ciblé. Ah oui, le fameux retour des exilés judéens à Jérusalem, par exemple. Tout à fait. C'est l'illustration la plus connue. Mais la mécanique va beaucoup plus loin, en fait. Le pouvoir central pioche directement dans son propre trésor impérial pour financer la reconstruction des temples. Attends, des temples détruits par les empires précédents? Oui, et même ceux endommagés lors des conquêtes perses elles-mêmes. C'est dingue. Financer les lieux de culte de ses propres vassaux avec l'argent de l'État. Mais faut faire attention, non? Faut pas plaquer nos concepts modernes là-dessus. Ah non, surtout pas. Faut pas voir ça comme l'émergence des droits humains ou d'une philosophie humaniste. Ouais, j'allais dire, c'est pas de la philanthropie. Pour moi, c'est comme de la fidélisation client moderne ou de la gestion des ressources humaines à l'échelle d'un empire. C'est une excellente analogie. C'est une technologie de rétention pure. Faut bien comprendre que dans l'Antiquité, le temple, ça sert pas qu'à prier. C'est le centre nerveux de l'économie, non? Exactement. C'est le centre agricole, le registre officiel des dettes, le cœur battant de l'élite locale. Donc, reconstruire ça avec l'or du roi, ça crée une dépendance structurelle forte. Les élites redeviennent prospères grâce à l'empire, et pas malgré lui. Voilà. Acheter le loyauté d'une province en restaurant sa culture, au final, ça coûte infiniment moins cher que d'entretenir 3 légions en garnison permanente. Le retour sur investissement est incontestable. Une province pacifiée, elle paie ses impôts. Mais du coup, ça pose un autre problème. Lequel? Accepter la diversité, c'est bien. Mais comment on unifie toutes ces cultures sans langage commun? Surtout dans un monde où presque tout le monde est analphabète. C'est là qu'intervient leur architecture de l'information, la doctrine du Vispasana. Le Vispasana, ça veut dire quoi exactement? Ça se traduit par la volonté de comprendre toutes les tribus. L'idée, c'est de matérialiser l'inclusion comme le moteur du pouvoir. Et ça passe par le visuel, l'architecture palatiale. Comme l'Apadana, la grande salle d'audience. C'est ça. C'est fascinant parce que l'espace physique est entièrement encodé. T'as des colonnes persanes en forme de cloche, des toits avec des lotus égyptiens. Le lotus égyptien, symbole d'éternité. Oui, et tout ça sous la surveillance colossale des lamassus qui encadrent les portes. Ah, les lamassus, les taureaux ailés à tête d'homme. Mais ça, c'était le symbole de la terreur de l'Empire assyrien avant, non? Exactement. C'est de l'appropriation culturelle poussée au rang d'art politique. Il recycle l'ancien symbole cauchemardesque pour en faire un gardien de la paix perse. C'est du génie. Et ça se voit aussi sur les murs de Suse et Persépolis, je crois. Les bas-reliefs. Oui, on appelle ça la pierre qui parle. C'est une véritable ethnographie visuelle gravée dans la roche.
Les émissaires des 28 nations de l'Empire y défilent, taillés avec une précision maniaque. Genre les vêtements, les armes, les offrandes typiques? Tout à fait. Et l'effet recherché est brillant. Un émissaire nubien ou thrace qui arrive n'a besoin d'aucune traduction. Il voit sa propre culture représentée dignement dans le cortège impérial. Il intériorise instantanément sa place respectée dans cet ordre global. Alors, l'interface visuelle est magistrale, je suis d'accord, mais j'ai relevé un détail dans le dossier qui me perturbe un peu. Vas-y. L'inscription de Beistoun sous Darius Ier. Ah, la fameuse inscription. Ouais, c'est censé être le plus long texte trilingue cunéiforme du monde. Un texte de légitimation politique super important après une crise. Mais c'est gravé à 66 mètres de hauteur sur une falaise verticale. Oui, c'est vertigineux. Depuis le sol, c'est impossible d'en lire un seul mot à l'œil nu. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Quel est l'intérêt de faire un truc aussi compliqué si personne peut le lire? C'est vrai que ça semble contradictoire, mais la lisibilité du texte, là, elle cède la place à ce qu'on appelle la cryptographie monumentale. C'est-à-dire? Le message réel, c'est pas le texte, c'est le médium lui-même. Darius sort d'une période très instable. Mettre ce manifeste si haut, c'est le système anti-vandale par excellence. Ah ouais, personne peut aller gratter le rocher pour effacer son nom. Voilà, la hauteur projette l'idée d'une vérité quasi divine, inaltérable. C'est la fixation du pouvoir dans l'éternité géologique, visible par tous comme un symbole de puissance. D'accord. Mais pendant qu'ils font ça pour le symbole éternel, en coulisses, il y a une vraie mise à jour logicielle qui se prépare, non? Une mise à jour majeure, oui. L'administration abandonne ce même cunéiforme qui est d'une lourdeur écrasante à gérer au quotidien. Et il passe à quoi? Ils adoptent l'araméen impérien, une écriture alphabétique beaucoup plus fluide et véloce qui devient le standard de l'Égypte jusqu'à l'Inde. Ok, donc le message est standardisé. Mais le problème, c'est la taille de l'Empire. Si ton ordre en araméen met 6 mois à traverser le continent, ton système s'effondre. C'est la latence. À cette échelle, la latence, c'est l'ennemi mortel de l'État. C'est pire qu'une armée étrangère. Ah oui, j'ai vu que Suse et Sardes s'est séparés par 2500 km. Un trajet classique prenait à peu près 90 jours à l'époque, 3 mois. 3 mois. Si t'as une révolte spontanée, le temps que l'info arrive et que l'armée reparte, la province est déjà perdue et pillée. Fallait vraiment à réduire ce ping, pour parler comme en informatique. Éliminer la latence du réseau. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec le réseau Chaparcané et le système Angaros, l'Internet de l'Antiquité. Comment ça marchait physiquement? C'est redoutable. Des stations relais toutes les 25 à 40 km sur les routes royales. Ça correspond à l'endurance maximale d'un cheval au galop. Donc le cavalier arrive épuisé, et là, bam, transfert de données. C'est sien. Le sac postal passe immédiatement sur un cheval frais avec un nouveau cavalier. Aucune pause. Ce système ramène le délai de 90 jours à seulement 7 ou 9 jours. 7 jours pour faire 2500 km, c'est bluffant. Il y a cette citation d'Hérodote dans nos sources, j'adore. Il dit « Ni la neige, ni la pluie, ni la nuit ne les empêchent d'accomplir leurs tâches avec célérité. » Et pour sécuriser tout ça, c'était militarisé. Des gardes à chaque pont, chaque col stratégique. C'était anti-espionnage et ça garantissait la bande passante, si on reprend ton analogie. Sans cette bonne passante physique, le roi pouvait juste pas réagir aux crises. Mais raccourcir les communications, c'était vital. Sauf que les Achéménides, ils s'en sont pas arrêtés là. Ils ont carrément piraté la géographie, non? Oui, ils ont redessiné la nature pour optimiser l'économie et même le luxe. Il y a l'histoire des méga-canaux. C'est fascinant de voir les deux philosophies différentes. T'as le canal de Suez par Darius Ier. 150 km de long, 45 mètres de large, pour relier la Méditerranée à la mer Rouge, ça, c'est pour une logistique économique pérenne. C'est pour du long terme. Et à l'opposé, t'as le canal de Xerxès à Athos, 2 km de long, creusé avec des chaînes de seaux, mais c'est à usage unique. Totalement. C'était purement militaire pour éviter un cap maritime dangereux. Une fois l'expédition finie, il s'est ensablé. C'est la force brute face à la géographie. Mais dompter la nature, c'était aussi contourner le climat. Et là, on arrive à mon passage préféré, le problème de l'eau sur le plateau iranien. C'est un défi existentiel. Si tu laisses l'eau à l'air libre dans ce désert, elle s'évapore avant même de toucher les cultures. Donc ils ont inventé le Kanat. Oui, l'innovation par la profondeur. Un puits-mer au pied de la montagne et un tunnel souterrain gravitationnel en pente douce. Et la pente devait être calculée à la perfection. Sans théodolite moderne, si ça descend trop vite, ça érode tout. Si c'est trop plat, l'eau stagne. C'est de la sorcellerie mathématique, vraiment. Et ça a permis de créer ces vastes jardins luxuriants en plein désert. Les Pairies d'Aïza.
ce qui a donné notre mot paradis. Exactement. Et cette résolution thermique, ils l'ont poussée à l'extrême avec le réfrigérateur antique, le Jacques Chal. Le Yakshal. Mais oui, garder de la glace en plein désert l'été. Tout commence l'hiver. Ils font geler l'eau dans des tranchées la nuit. Puis ils stockent cette glace dans un puits souterrain. Mais c'est le dôme au-dessus qui est fou. C'est de l'aérodynamique pure. Oui, un immense dôme avec un oculus en haut. Le vent expulse l'air chaud par effet Bernoulli et l'air froid reste piégé en bas. Attends, c'est là qu'il faut qu'on parle du mortier Sarouge. Parce que pour isoler tout ça de la chaleur d'août, dans les sources, ils disent qu'ils mélangeaient du sable, de l'argile, de la cendre, des poils de chèvre et des blancs d'œufs. Oui, des quantités astronomiques de blanc d'œuf pour faire des murs de 2 mètres d'épaisseur. Mais c'est délirant. Pourquoi mettre autant de ressources juste pour avoir des glaçons? C'est pas juste un caprice culinaire pour faire des sorbets, hein. C'est une démonstration de suprématie absolue. Tu sers une boisson glacée en plein été à un dignitaire étranger qui suffoque, c'est une arme de dissuasion. Ah ouais? Tu lui montres que le roi maîtrise carrément la thermodynamique et les saisons. C'est ça. S'opposer à l'Empire, c'est s'opposer à la force de la nature elle-même. C'est un flex monumental. Ok, donc on a l'infrastructure physique, l'idéologie, la vitesse, mais il manquait un dernier truc pour que ça tourne sans friction. L'économie. La standardisation, c'est l'héritage doux, le soft power. Fini le troc et les devises locales bizarres. Ils ont instauré une confiance bimétarique. La monnaie d'or, le daric, et celle d'argent, le cycle. Et l'harmonisation métrologique. Les fameux poids en forme de lion pour standardiser les maths commerciales de Babylone jusqu'à Memphis. Et le plus important, la fiscalité prédictible. Avant, le tribut était arbitraire, limite du pillage. Les Achéménides imposent des taxes annuelles fixes selon la capacité réelle de la province. Donc, qu'est-ce que ça signifie au final? Ça veut dire que si une province sait exactement ce qu'elle doit payer, sans mauvaise surprise, tout l'excédent qu'elle produit, elle le garde. C'est l'incitation ultime à l'investissement local, non? Absolument. Ça a exploité la paix pour stimuler le premier commerce intercontinental véritablement sans friction de l'histoire. Et ça a financé plein d'autres choses. J'ai vu une infrastructure médicale avec les hôpitaux, les débuts du backgammon avec le jeu de nardes, pour la stratégie, l'art textile avec le tapis de Pazyrik. C'est fou. C'est un grand cycle vertueux en fait. Si on résume la mécanique révélée par les sources, la communication rapide permet d'ajuster le système. L'inclusivité réduit le coût militaire, l'économie standardisée crée la richesse, et cette richesse finance les infrastructures qui protègent le tout. C'est le moteur de la modernité. Ils n'ont pas juste gouverné, ils ont dessiné le premier plan du monde globalisé. Oui, c'est le triomphe de la pensée systémique sur la force brute. Pour ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent à la gestion de la complexité, que ce soit pour diriger une entreprise ou concevoir un réseau mondial, ça montre que l'infrastructure partagée est beaucoup plus puissante à long terme que la coercition. Une machine parfaitement huilée, fondée sur la prédictibilité. C'est clair. D'ailleurs, ça m'amène à une dernière réflexion un peu vertigineuse. Quand on observe un système aussi parfait, aussi lourd administrativement, et tellement axé sur la prédictibilité et l'inclusion, Oui, tout sur le chaos absolu et la vitesse brute. C'est le talon d'Achille de la perfection, peut-être. Voilà, ça laisse à réfléchir. une très belle question ouverte pour clore notre analyse. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée fascinante. À la prochaine.